Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants de ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir ce soir pour parler d'un sujet qui est la création d'un centre de soins spécialisé. Et donc, l'objectif, c'est de voir ensemble comment passer les barrières psychologiques et financières pour la réussite de ce type de projet. Et je suis ravie du coup d'accueillir le docteur Mario de Munoz ce soir, qui va pouvoir vous accompagner sur et tout vous expliquer en tout cas sur ce sujet-là. Elle est chirurgien orthopédique spécialisé pied-cheville et elle est accompagnée de Hélène Cérès, qui est podologue, ainsi que de Victor Leroux, qui est kinésithérapeute. Ils ont donc créé ce centre de santé qui est le centre de soins Achille ensemble. Je vous laisse vous présenter, docteur, ou dire bonjour déjà. Bonsoir à tous. On est ravis de pouvoir faire ce webinaire sur un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur et sur lequel on a travaillé sur les 5 dernières années. Donc, on va être très content de vous présenter notre retour d'expérience. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et puis, je vais laisser le docteur partager son écran. Et pendant ce temps-là, moi, je vais lancer un petit sondage qui est: avez-vous déjà songé à un centre de soins pluridisciplinaire? Et je soumets celui-ci. Pourquoi ça ne marche pas? On fera ça parce que... Voilà. Vous devez voir le sondage dans votre partie sondage en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à apporter votre réponse. Super. Eh bien, je vous laisse commencer, messieurs et mesdames. Très bien. Donc, rebonsoir à tous. Donc, création, donc on avait mis centre de santé spécialisé. Donc, voici un peu le programme de ce soir. Nous allons commencer tout de suite par à l'origine. Donc, à l'origine, en fait, tous les trois, on était déjà installés. On était en contact. On travaillait ensemble dans la ville. Et on avait des problématiques un peu chacun de notre côté. Moi, j'étais installée toute seule. Donc, j'avais vraiment envie de travailler avec une équipe, mais plutôt dans l'ultra spécialité, quoi, pas dans la généralité orthopédique, vraiment en ultra spé. Hélène, elle avait des locaux qui n'étaient pas très adaptés et puis elle recherchait vraiment le travail de groupe pluridisciplinaire. Et puis Victor, il avait envie de leader un projet. Puisqu'il était dans un gros groupe de kinés, il avait envie de développer son propre projet. Et puis, on avait des envies communes qui étaient en fait de résoudre des difficultés de notre quotidien. Donc, avoir des rendez-vous rapides dans le cadre de l'ultra-spécialité, discuter des dossiers difficiles. Il y avait aussi des petits problèmes de filière, c'est-à-dire comment je fais quand j'ai un patient en traumato et que je veux aller vite pour lui, pareil pour l'ongle. Et puis, on avait envie de monter un projet différent. Donc, on s'est rassemblés autour de tout ça. On a créé le noyau dur. On était tous les trois. Et puis après, vous verrez que pas mal de gens sont venus autour de ce noyau et créent aujourd'hui le centre Achille. Alors, Victor, tu veux nous parler de la mise en œuvre ? Du coup, la mise en œuvre du projet, c'est d'abord la recherche des locaux. Une fois l'équipe constituée, je pense que ça, c'est quand même la base. La deuxième étape, c'est quand même la recherche des locaux. Au départ, on était donc tous les trois avec Hélène et Mario. Donc, on avait établi un cahier des charges assez bien précis qui ont évolué avec le temps parce que l'équipe aussi a évolué. Les critères du cahier des charges, ils sont quand même nombreux. Il faut quand même penser à des surfaces adaptées pour chacun. Il faut une grande salle pour la rééducation en général. Il faut un atelier pour les podologues au-delà de leur salle d'examen. On a aussi chacun nos désirs, des ouvertures sur l'extérieur par exemple. Il nous faut évidemment une salle de repos, une salle de réunion parce que le but de ce genre de centre, c'est aussi d'échanger autour de problématiques et de dossiers. Il faut aussi penser évidemment à l'accessibilité de manière générale. L'accessibilité, c'est être proche de voies d'accès, l'autoroute, une gare, un arrêt de tram. Il nous faut penser aussi à l'accès du centre pour les patients qui viennent volontiers quand même en voiture, en tout cas en ce qui nous concerne, pour les ambulances également. Donc, il nous faut un parking assez important. Et puis, il faut aussi penser à la visibilité. On avait le désir de rester en ville. Et puis, des choses annexes comme le standing, donc des choses qu'il faut prendre en compte. Quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est les normes à respecter.
Euh, c'est l'accès PMR et c'est l'accès, le fait que vos locaux devront être estampillés ERP, établissement recevant du public, et ça c'est majoritaire. Bref. Tout ça c'est très compliqué, c'est la recherche du mouton à 5 pattes. Nous on a eu finalement de la chance, entre guillemets, parce que juste avant le déconfinement, on a eu un appel, voilà, un peu de nulle part. On a trouvé nos locaux. Et puis, comment ? Au bout de 3 ans. Ouais, au bout de 3 ans de recherche, on est quand même passé par des phases un peu compliquées, les locaux un peu difficiles à envisager. En fait, la moralité de cette mise en œuvre, c'est qu'il faut quand même rester ouvert à pas mal de choses. Un exemple, en fait, on était parti pour rester proche de la clinique où opèrent les 2 chirurgiens. Et au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément un impératif. Et en l'occurrence, on s'est excentré par rapport à notre désir au départ. Alors, donc merci Victor pour la présentation technique des locaux. Il y avait un deuxième point dans la mise en œuvre, c'est que autant on est tous d'accord sur la multidisciplinarité, c'est un peu un rêve, tout le monde en parle, c'est chouette, on a envie de faire une équipe. Mais ce qui, en général, va être le fossoyeur de l'équipe, c'est la question financière, en fait. Parce qu'au début, tout va bien, et puis quand on commence à parler argent, en général, c'est là que ça commence à devenir difficile, surtout quand on a des différences de chiffre d'affaires très importantes, de l'ordre de 1 à 4, voire pire, quoi. En plus, on a des problèmes de ratio chiffre d'affaires surface occupée. C'est-à-dire que nous, par exemple, les chirurgiens, on a des beaux chiffres d'affaires, mais on a besoin de bureaux, pas plus. Les kinés, ils ont des chiffres d'affaires beaucoup moins impressionnants, mais par contre, ils ont besoin de grosses surfaces. Les podos, c'est plus entre les deux. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on demande aux chirurgiens de revoir leur goût de luxe ? Est-ce qu'on fait payer les paramédicaux ? Voilà, il y a toujours ces questions qui viennent un peu gâcher l'ambiance. Nous, on est parti un peu sur le code civil du mariage. Donc, les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du ménage. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, on est parti un peu sur la proportionnalité par rapport à nos chiffres d'affaires. Donc, voilà, il y a eu deux mamelles un peu dans notre discussion qui ont été la transparence et la proportionnalité. Et je pense que c'est les 2 éléments qui font s'éloigner le risque de faillite de l'ensemble. Transparence, parce qu'il faut être clair, il faut donner ses chiffres, il n'y a pas de mystère, on ne vole à personne cet argent, donc il faut être clair, il faut dire ce qu'on fait. Et la proportionnalité, parce que oui, le chirurgien, il peut être tenté de se dire « ouais, mais moi, je paye plus ». Ouais, mais s'ils ne payent pas plus, de toute façon, les paramédicaux, ils ne pourront pas suivre, ils ne pourront pas venir. Donc, on ne paye pas plus, on paye pour obtenir un cadre de travail dont on a vraiment envie, quoi. Après, bon, il faut que ça reste raisonnable, mais ce sont vraiment des éléments qu'il faut avoir en tête et qu'il faut mûrir avant, quoi. Alors, il y a aussi un autre élément dans le modèle financier qui rentre quand même un peu en compte, c'est la différence entre le modèle médical et l'entrepreneuriat. On va pas jouer les langues de bois ce soir. Dans le médical, le médecin, le chirurgien, il donne les ordres par ordonnance aux paramédicaux et donc il y a une relation hiérarchique. Quand on part en entrepreneuriat, il n'y a plus de relation hiérarchique. Et nous, entre tous les 3, voilà, on est vraiment partis à part égale. Et pour la petite histoire, moi, je travaille dans une clinique avec une directrice très sympathique. Et à une soirée un petit peu espèce, elle rencontre Hélène, qui est podologue, et Hélène se présente comme mon associée. Et elle a mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi elle se présentait comme mon associée alors qu'elle n'était pas chirurgien. Donc ça, voilà, il faut différencier les deux. Si vous êtes avec des paramédicaux, il y a le travail médical. Et puis après, il y a l'entrepreneuriat. Et là, c'est important d'être à part égale. Éviter le syndrome du locataire, hein, ça peut vous faire sourire. Assez rapidement, nous, on s'est dit, voilà, tout le monde doit avoir des parts. Même là, les gens qui arrivent, une fois qu'ils se seront stabilisés, qui seront là depuis 2-3 ans, on leur proposera des parts, même si elles ne sont pas importantes. Pourquoi ? Parce que en fait, le locataire, il rentre à la maison, l'ampoule dans la cage d'escalier, elle est grillée, il va appeler le syndic il va appeler un électricien qui va facturer 150 € pour changer l'ampoule. Quand vous êtes propriétaire et que vous allez payer les 150 € de syndic à la fin de l'année, vous allez chez Leroy Merlin, vous achetez une ampoule à 1,50 €, vous changez l'ampoule et c'est fini. Donc, je pense que le fait de se sentir concerné et d'être impliqué dans le projet est nécessaire pour que voilà, ces projets soient viables et pour que ça se passe bien. Alors, ne pas penser à l'enrichissement financier, ça a été une longue discussion entre nous quand on a préparé ce topo. Oui, parce que, en fait, quand vous allez créer des centres comme ça, nous, clairement, on s'est aperçu qu'il y avait des charges plus importantes, qu'on passait du temps à coordonner les cas, et ça, c'était des temps pas payés, aujourd'hui en tout cas, et que, du fait du centre, on recevait des cas plus complexes.
Et du coup, financièrement, oui, on reçoit beaucoup plus de patients, mais il n'y a pas un enrichissement direct. Alors, je pense qu'avec le temps, on y gagnera quand même. Mais si on fait ça pour l'enrichissement financier direct, rapide, à mon avis, c'est vraiment un très mauvais objectif. Après, l'enrichissement, il va se faire plus sur le projet immobilier, parce que ça, c'est un projet immobilier, oui, il y a de l'enrichissement. L'enrichissement, il va plus être dans le professionnel. C'est parce que dans ces centres, quand même, nous, on se rend compte qu'on a moins de routine, on partage, on est nombreux, on partage plein de choses. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis, l'enrichissement professionnel dans le sens où je pense que les jeunes générations vont être très sensibles à ce type de centre et que, voilà, ça pourra peut-être être un jour une aide au recrutement. Alors, en pratique, le centre médical Achille, c'est quoi? On a voulu vous mettre un petit peu des photos pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente. Alors, au départ, le centre Achille, c'est comme ça qu'on l'a visité. C'est comme ça qu'on est rentré la première fois dans les locaux. Donc, c'était déjà des locaux médicaux. Donc, c'était la santé au travail pour le BTP dans les RO. Donc, à gauche, l'entrée, et à droite, on vous a mis quand même des photos collector avec des coloris et des matériaux d'époque, donc d'environ 1970. On a gardé quelques échantillons quand même pour l'histoire. Ce qui fait que on a aussi évidemment modifié l'intérieur, on a modifié l'extérieur, vous verrez des images, mais l'intérieur, bien sûr, c'est pas flagrant, hein, mais il y avait énormément de cloisons, de petites pièces, de vestiaires et beaucoup de mobilier à enlever. Et puis on s'en est rendu au plan en bas à droite, qui est donc qui représente les locaux aujourd'hui comme ils sont présentés. Alors, avant les travaux et la mise en œuvre des plans qu'on a vus, il y a toute une phase administrative qui est primordiale. C'est là qu'on doit prendre contact avec des gens qu'on ne fréquente pas forcément tous les jours. Alors, un petit peu les banques, certes, mais là, de façon prioritaire. C'est des gens qu'on fréquente énormément. Les comptables, bien sûr, pas forcément une fois par an pour le bilan annuel. Des avocats pour la rédaction des contrats. L'architecte, évidemment, on y reviendra. Prendre contact avec aussi les services de l'urbanisme de la mairie ou de la métropole pour tout ce qui est modification de l'extérieur, par exemple. Et puis, on a fait connaissance aussi avec des bureaux de contrôle et même des contrôleurs de bureaux de contrôle. Donc, on s'est bien amusé avec tous ces gens-là. On a fait aussi connaissance avec des termes qu'on connaît un petit peu, mais bon, qui sont un peu nébuleux. Toutes les normes qui peuvent exister, tout ce qui a trait au phasage, ça, c'est des termes d'architecte, des contrats, l'accessibilité, évidemment, le business plan. On reviendra et Marie-Aude vous fera peut-être un petit point sur l'architecte qui a vraiment toute son importance. L'architecte, c'est vraiment le chef d'orchestre du projet et c'est vraiment quelqu'un qui devra être vraiment proche de vous et il va falloir le choisir avec le plus grand soin. Alors, effectivement, donc la phase administrative, les maîtres mots, c'était savoir s'entourer, ne pas se précipiter, ne pas hésiter à poser des questions. Nous, les médecins, des fois, on a fait des années d'études, alors on a l'impression d'un peu tout savoir, ce qu'on nous reproche de l'extérieur. Donc, il faut vraiment poser beaucoup de questions, beaucoup se renseigner, beaucoup bouquiner. Quelques tips, donc Victor a commencé un peu le sujet. La banque, tout se négocie. Donc là, vraiment, nous, on a eu une attaque un peu agressive de la banque. on a fait un peu toutes les banques du secteur. Voilà, on leur a montré les papiers des uns des autres. On s'est bien amusé. Le comptable, donc Victor le disait, toujours dispo et surtout dispo pour l'avocat parce que un peu chacun son métier. L'avocat, il fait les contrats, il est très fort dans tout ce qui est les termes pour les associations, les cas d'entrée dans les sociétés, les cas de sortie et tout ça. Mais celui qui va vérifier qu'après, derrière, on ne va pas vous chercher des puces au niveau fiscal, c'est le comptable. Donc, ces deux-là, ils doivent travailler ensemble. Donc, mieux vaut prendre deux personnes qui se connaissent peut-être déjà et qui s'entendent. L'architecte, alors nous, on a un petit tips pour vous ce soir. Voilà, c'est notre version. Mais il n'est pas là pour vous faire rêver. Ça va vous faire bizarre, mais il y a beaucoup d'architectes qui vous font des méga dessins. C'est super beau. Ils vous font des dessins incroyables et tout ça. En fait, nous, on a pris un architecte qui a fait des écoles, des crèches, des HLM. Donc, lui, il est factuel et surtout, c'est un très bon maître d'œuvre. Donc, il nous a très, très bien guidé sur le projet technique. Il a fait des carrés dans des carrés, il a fait des trucs simples, efficaces, peu coûteux. Il avait un économe du BTP, donc ça, c'est vraiment un truc, quand vous regardez un cabinet d'architecte, quand il a un économe, c'est que là, ça commence à devenir sérieux. Et derrière, on a pris une petite décoratrice d'intérieur hyper moderne, machin, qui nous a décoré les locaux et sans prétention, mais je pense que voilà, nos locaux, ils font assez classe sans être clinquants. Mais on a eu des travaux qui se sont très bien passés. L'urbanisme, alors ça, c'est une petite touche, mais
ne pas sous-estimer l'importance du contact physique, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens à qui on envoie des dossiers qui vous répondent des réponses négatives ou des papiers à renvoyer. Toutes ces administrations, en fait, ils adorent le contact, ils adorent la santé, ils adorent les gens qui soignent les gens. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans les bureaux. Alors, je vous ai apporté mon dossier personnellement et tout. Et ils vous donnent plein d'astuces. Ils vous disent, ah, vous êtes allé voir là. Je vais vous arranger les trucs. Donc, vraiment, ça, c'est un tout petit truc, mais ça nous a bien sauvé la vie sur certaines situations. Donc, les travaux. Les travaux, c'est ce qui signe un peu le début du projet. Le début du travaux, c'est un peu comme l'allumette qu'on craque avant d'allumer le feu. C'est vraiment c'est le début de quelque chose, quoi. On a fait toute la partie administrative, on s'est bien réunis longtemps, on a cherché nos locaux 3 ans, on s'est découragé parfois, et puis on a eu un regain d'envie, etc. Quand on voit la photo de gauche, là, on se dit, bon, bah voilà, ça y est, c'est parti, on a signé chez le notaire, on a fait quelques petits prélèvements d'amiante, parce que bon, un bâtiment des années 70, il y a toujours quelques petites coquilles dedans. Voilà, quand on commence à casser des murs, c'est que vraiment, c'est que le projet commence. Donc, on a cassé des murs, on a récupéré pas mal de câbles, pas mal de gaines, on a récupéré pas mal de porcelaine aussi. À récupérer, c'est une façon de parler, on n'est pas vraiment récupéré, on les a vite évacués. On a ouvert des murs, on a aussi monté des murs. Alors, on n'a rien fait nous, on a fait faire, évidemment. Et puis, quand on a dit merci au maçon, on a appelé le plaquiste. Alors ça, le trou en haut à droite, c'est pas le plaquiste, c'est toujours le maçon qui a pris une grosse pelleteuse pour construire l'ascenseur, parce que les locaux de la santé au travail n'étaient pas équipés d'ascenseur. Il y avait 2 volets de marche. C'était très pratique pour les gens qui étaient un peu invalides. Donc, on a fait faire un ascenseur. Ce qu'on va voir après, c'est toute l'étape du plaquage. Donc là, les plaquistes, en fait, c'est une étape intéressante. C'est des gens qui travaillent déjà très, très vite. Donc, on voit vraiment le projet avancer à grands pas. Et puis, c'est aussi des gens qui vous permettent de se projeter dans le projet. C'est des volumes qui sont finis. Et ça, c'est vraiment une étape qui est très, très plaisante. On voit déjà quelques finitions apparaître. Donc, voilà, toutes sortes de placos, vous connaissez bien ça. Et à droite, c'est la cage d'ascenseur qui est montée à gauche de la volée de marche avec un préau qu'on a fait faire. Gardez bien en tête la photo en haut à gauche de cette série d'images, parce que du coup, c'est la photo qu'on retrouve en bas à droite. Donc ça, c'est les locaux qui sont terminés, vous avez bien compris. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'entre l'image du démolisseur sur la diapo précédente et l'ouverture du centre, un petit peu comme vous le voyez là, enfin pas loin, il s'est écoulé que 6-7 mois maximum. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur. En fait, on revient de nouveau sur la compétence et la disponibilité de l'architecte. C'est lui qui va donner le tempo. Si les travaux ils durent aussi peu de temps, pour 360 mètres carrés plus les 80 mètres carrés dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi parce que vous avez quelqu'un qui va driver les artisans, qui va les rappeler et qui va parfois un peu les secouer s'il y a des soucis. Donc, c'est de nouveau pour souligner l'importance de bien s'entourer. Donc l'équipe, c'est assez pratique pour nous de ces locaux, tout simplement parce qu'on peut dissocier les paramédicaux des médicaux pour des règles de séparation de salles d'attente. Donc toute l'aile qu'on voit sur la gauche de l'image, on est donc tout ce qui est médecine, donc médecine du sport. On a les soins infirmiers périopératoires, les 2 bureaux d'orthopédie et aussi l'imagerie que nous avons sur site. Et sur l'aile, donc on voit à droite, donc tous les paramédicaux, donc le bureau de Victor, mon propre bureau et celui de mon collaborateur. Donc l'équipe, on est assez nombreux, l'air de rien, ce qui est très agréable parce qu'on a créé donc nous le noyau dur et on s'est associé avec plein de praticiens différents, ce qui permet d'avoir des personnalités et des compétences qui se surajoutent. Donc, ne pas avoir peur des arrivées et des départs, et puis parfois des retours, tout simplement, parce que on va chercher peut-être ailleurs ce qui nous manquait pour finalement se rendre compte que c'était pas si mal là où on était. Tout ça, il y a aussi une attention à porter aux salariés, aux collaborateurs transfuges. Il faut savoir leur donner un petit peu de temps pour atterrir dans un nouvel environnement et absorber les nouvelles dynamiques de travail. Alors, l'imagerie, là, je fais un petit point parce qu'il est du côté médical. Effectivement, donc on a un appareil d'imagerie.
c'était nécessaire parce que, bon, c'est un appareil très technique pour nous qui sommes des ultra spécialistes du pied, mais ça nous a permis surtout d'être autonomes. Parce que comme vous l'avez compris, on s'est éloigné de la clinique où il y avait toute la ressource d'imagerie et compagnie. Et donc, ça nous permet d'être autonomes sur site. Ça améliore énormément le circuit patient parce que ça évite la radio oubliée, ça permet qu'on puisse la faire ou pas la faire quand on décide de ne pas en avoir besoin. Et les patients sont très, très contents de ça. Nous, on est parti sur une machine, donc un Conbin de la société Curvebin, qui nous permet en plus de faire de l'imagerie en charge. Donc, pour des chirurgiens du pied, l'imagerie en charge, c'est quand même assez incroyable. Donc, ça, c'est le modèle pour les pieds. Et puis, il y a des modèles qui remontent jusqu'aux hanches et je crois bientôt sur le rachis. Donc, vraiment, pour les orthopédistes, on peut avoir de l'imagerie facile, très en cabinet, en se rappelant que, donc, en fait, c'est des imageries en coupe de scanner, mais avec une irradiation de radio. Donc, c'est vraiment très bien. Ça nous a modifié un peu nos pratiques parce que du coup, comme on l'approche de chez nous, maintenant, on fait de l'imagerie plus comme on en a envie. Et en fait, pour l'installation, sachez qu'on s'est inspiré des cabinets dentaires parce que l'appareil que vous voyez là, c'est la même chose qu'un Conbin dentaire, mais posé par terre. Et c'est une réflexion que j'ai eue assez tôt dans le projet en disant, mais si les dentistes peuvent le faire, on peut le faire. Et effectivement, là, je ne rentrerai pas plus parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, mais ce n'est pas un élément compliqué à gérer au quotidien. Et par contre, ça change énormément la donne. Et vous voyez, par exemple, sur un patient qui vient, il vient de traumato, il a été vu aux urgences, on a fait une radio, il n'a pas grand-chose, mais le patient dit « Ah, j'ai mal », plutôt que de faire un scan, d'oublier son cas ou de ne pas le faire par flemme parce qu'il faudrait le revoir et qu'on lui dit « Non, mais allez, ça va, mon petit gars, ça fait 2 semaines, ça va passer la douleur », vous faites une imagerie et vous avez l'image que vous avez en bas à gauche, qui est une fracture non déplacée du naviculaire qui était totalement invisible à la radiologie, en radiologie standard. Donc voilà, je pense que vraiment, ça, c'est un truc pour les orthopédistes sur lequel il ne faut plus négocier. En pratique. Du coup, on est nombreux. Ça n'empêche l'autonomie, travailler à plusieurs, ça ne nous empêche pas d'avoir notre individualité. On a toujours notre activité qui est propre à chaque discipline. On garde à l'esprit qu'il y a donc ces 2 filières externes, à savoir nous, finalement, en tant que centre, et puis les interactions qu'on peut avoir avec les cabinets de ville, et après les interactions qu'on a entre nous au sein même du cabinet. L'avantage d'être plusieurs, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée, c'est-à-dire qu'un patient peut se présenter pour un suivi en kiné, puis de fil en aiguille s'orienter en chirurgie parce que les résultats ne sont pas satisfaisants ou alors qu'il y a des nouvelles données à gérer. La petite subtilité, c'est qu'en étant plusieurs, il faut qu'on puisse communiquer. La coordination n'est possible qu'avec une communication récurrente. Donc tous les jours, un petit mot sur un tel ou un tel, ça permet de faire progresser pas mal le travail. Donc l'aspect vraiment positif, c'est la progression des uns avec les autres, la compétence de l'ensemble et les nouveautés de chaque spécialité. Le feedback très rapide, c'est un peu la gestion des tops et des flops, avec la bonne communication, avoir vraiment le point le plus précis à gérer au plus vite et pour mieux accompagner nos patients. L'unité de langage, c'est un petit peu ce qui nous permet d'avoir une compliance du patient. Si on évoque tous les mêmes protocoles et qu'on suit le patient en étant cohérent sur le temps, le patient se sent bien pris en charge, il est rassuré, il ne s'affole pas quand il n'a pas une progression qui lui semble inappropriée. Vis-à-vis de la ville, on est quand même une entité qui est capable de vivre un petit peu en autarcie, mais l'avantage, c'est justement de pouvoir aller chercher les gens, et communiquer avec eux et créer des accès privilégiés en pluridisciplinaire, avec des cabinets autres que le nôtre. Ça permet de stimuler et encourager la progression des pratiques en local. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on a monté un projet. Donc, Hélène le disait, on a des projets internes, mais on a des projets externes surtout. Et donc, un des projets, ça a été autour du traumatisme de la cheville. Moi, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'errance des patients sur ce thème-là. Il faut se rappeler que c'est une problématique très importante. Les orthopédistes le savent bien, c'est 1 million de personnes concernées par an. C'est le premier motif de traumatologie aux urgences. Et il y a une nécessité de réévaluation précoce
pour avoir un diagnostic précis. Donc, en pratique, comment on a fait? En fait, on s'est connecté avec les urgences et les maisons de garde et on leur a proposé un agenda partagé. Donc, en gros, ils ont un agenda qu'ils peuvent voir, qui n'est pas visible par les patients directement. Et si l'urgentiste dit, voilà, moi, je pense que là, il faut une réévaluation, il peut décider de le mettre sur cet agenda. Le patient, du coup, il est revu au centre entre 48 heures et 7 jours. Donc, on a mis en place des protocoles avec les urgences et les maisons de garde en leur disant, voilà, si vous nous les adressez, il faut qu'ils soient conditionnés comme ça avant d'arriver pour que le démarrage soit bien fait. Et puis, donc, ils sont reçus au centre par des praticiens qui sont formés, en sachant qu'on est toujours un binôme médecin du sport chirurgien. Donc, comme ça, médecin du sport traumatologue et chirurgien. Donc, comme ça, si jamais il y a quelque chose qui est passé à travers, qui n'a pas été vu aux urgences, parce que normalement, les patients chirurgicaux, ils sont déjà dirigés directement aux urgences, nous, on est toujours là en backup pour revoir tout ça. On a un accès à l'imagerie. Donc ça, c'est super pour les patients parce que du coup, ils n'ont pas à se balader dans toute la ville avec leur cheville qui leur fait mal, à prendre des rendez-vous qu'ils n'arrivent pas à prendre. Et puis, on peut avoir une connexion avec les kinés. Alors, en pratique, les kinés, sur cette position-là, on a pris plutôt la position qu'ils reprennent leur kiné de ville. Enfin, chacun reprend son kiné. Mais voilà, petit à petit, là, on est en train d'essayer d'établir des connexions avec des cabinets de kinés pour que, et pareil, ils puissent avoir des rendez-vous rapides parce qu'on se rend compte que la paupérisation, c'est pas que pour les médecins, même dans les grandes villes, c'est aussi des fois pour les cabinets de kinés où ils n'arrivent pas à trouver des rendez-vous dans des délais corrects. Et donc là, petit à petit, peut-être un jour, partager des agendas avec des cabinets de kinés pour renvoyer les patients vers ces cabinets de kinés. C'est ce que j'ai appelé la bulle de confiance. En gros, c'est toute une chaîne qui est organisée où le patient, il ne se sent pas abandonné. Alors, pendant longtemps, on a dit, ouais, les patients, il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils se débrouillent, tout ça. Bien sûr, ils peuvent se débrouiller, ils se débrouillent pour plein de choses, les patients. Mais si l'organisation est faite, c'est-à-dire quand on est blessé, c'est quand même rassurant de se dire, ah ouais, c'est organisé, je sais où je vais, je connais l'étape suivante et on m'amène gentiment vers l'étape. Alors après, il ne faut pas que ce soit un circuit fermé, il faut que tout le monde puisse y participer, mais c'est la bulle de confiance, c'est la bulle de réassurance du patient. Bon, là, on vous a fait rêver, enfin, j'espère quand même un petit peu. Et puis maintenant, on va vous parler des problèmes, parce que c'est quand même plus drôle d'en parler. On les a tous mis sur la même diapo, comme ça, on ne va pas s'étaler longtemps. Non, les difficultés, il y en a. Là, on va vous parler un peu de celles qui nous ont paru les plus grosses et qu'on a bien expérimentées. Donc, les frais cachés. Alors, les frais cachés, c'est vrai que quand vous créez une ultrastructure comme ça, il y a des frais que vous n'aviez peut-être pas vu venir, liés aux normes, je ne sais pas moi, les extincteurs par exemple, il y a les taxes, parce que quand vous avez plusieurs sociétés, chacun paye sa CFE, il y a les logiciels métiers, parce que du coup, pour se coordonner entre nous, on va prendre des logiciels qui sont beaucoup plus techniques et donc qui du coup vont coûter un peu plus cher, ce qui est logique parce que ce sont des bons logiciels. On va avoir aussi tous les problèmes de gestionnaire, tout ce qui va graviter autour pour gérer le centre, gérer ce que j'appelle moi l'ultrastructure. Donc c'est pour ça que je retombe encore, je vous assène encore ce coup sur la tête. Faire un centre pour travailler mieux, oui, mais pas forcément pour gagner plus. On ne gagne pas moins, je vous rassure. Mais voilà, faut pas le faire pour vraiment que cette raison. Les difficultés qu'on a eues aussi et qu'on commence à gérer, mais bon, c'est encore, le chemin est long, c'est la gestion du centre au quotidien. Parce que oui, alors je vous ai fait une liste, là, un peu la maintenance de la clim, l'ascenseur, les portes automatiques, le ménage, la copropriété, la téléphonie, enfin tous ces problèmes-là, les problèmes qu'on peut rencontrer, un dégât des eaux, une panne en tout genre. En fait, ça, le problème, c'est qu'il faut se le répartir. Alors, on peut se le répartir. On a tous une grosse activité. Donc là, nous, petit à petit, on est en train de se dire, il faut différencier le lead, c'est-à-dire il faut faire ça, du gestionnaire. Et donc, du coup, on envisage là de prendre une assistante de direction ou on va vous en parler après parce que peut-être qu'un jour, il y aura des aides pour avoir quelqu'un qui puisse nous gérer cette ultrastructure parce qu'effectivement, ça a un coût et que je pense qu'aujourd'hui, la pénurie du temps médical est telle qu'il ne faut pas que ça impacte notre temps médical. Mais ça, c'est peut-être que au prochain webinaire l'année prochaine, on vous donnera la solution toute crue dans une diapo. Trouver du temps pour échanger. Ouais, on l'a mis dans les difficultés. Ne pas devenir des colocataires, c'est un peu comme en amour avec votre partenaire. Il faut essayer de ne pas devenir des colocataires, il faut maintenir la barre des projets. Ça paraît facile à dire comme ça, mais en fait, en pratique, faut s'y tenir, il faut se donner un peu des obligations. Nous, ça passe beaucoup par les pauses déjeuner où on se voit beaucoup. On essaye de se mettre des réunions fixes, mais comme on a du mal à s'auto-imposer, là, ça va être justement le travail du gestionnaire de nous faire un agenda de l'année avec toutes nos réunions.
Donc, voilà, ça, c'est important. Ne pas se scléroser, ne pas s'auto-centrer, hein, c'est facile. Le tout-centre, on n'a qu'à tout faire à la maison. J'en vois, ça fait rire tout le monde, à mon kiné, à mon podologue. À mon chirurgien. C'est à mon chirurgien. C'est un peu possessif. Il ne faut pas le faire déjà parce que c'est un peu possessif. Il y a des gens que ça peut vexer. Et voilà. Et puis en plus, ça, c'est pas intéressant parce que quand on envoie des gens à l'extérieur, quand les patients reviennent, ils nous apportent d'autres choses, ils nous obligent à réfléchir. On n'est pas les seuls à savoir faire et puis il ne faut pas se sentir arrivé. Un centre comme ça, c'est un beau véhicule pour avancer, c'est pas le point final, quoi. Pareil, ça paraît des belles phrases, mais en pratique, il faut se le rappeler, se l'écrire sur un mur et pas l'oublier. Donc voilà, puis on va certainement découvrir d'autres difficultés. On vous les fera partager sur un prochain webinaire. Alors, le regard des patients et des autres professionnels. Alors, oui, parce que quand on a monté ce centre-là, pour nous, c'était évident. Pour d'autres, ça l'était un peu moins et ça l'est encore pas. C'est pas encore évident pour tout le monde. Alors, les patients, globalement, sont très contents quand on les reçoit, pas forcément chacun, mais on communique beaucoup sur les patients qu'on a en commun et ils sont très satisfaits. Ils se sentent bien entourés, hein, c'est ce que disait Mario juste avant. Ils se sentent vraiment en confiance. On parle le même langage, en fait, c'est ça qui est très important pour eux. Parfois, ils ont des sons de cloche un peu différents. Et puis, si c'est des professionnels qui n'exercent pas au même endroit, c'est eux qui vont faire leur synthèse et ils vont être un peu perdus, surtout qu'avec maintenant tous les accès à l'information médicale, les gens ont parfois des idées un peu reçues. Ça, c'est le regard des patients. Et puis, on nous avait reproché, on nous avait un petit peu en amont qu'on va créer une machine à cash, on va se filer les patients entre le chirurgien, le médecin, ensuite le médecin il va envoyer chez le kiné va dire il faut peut-être faire des semelles, et il va envoyer chez le podologue, et puis en fait les patients vont tourner en rond. Le deuxième petit reproche, alors c'est pas un reproche, c'est une mise en garde, c'est les professionnels ne vont plus vous envoyer de patients de peur justement de perdre leur patientèle. À titre personnel et professionnel, moi en tant que kiné, on m'avait dit, et on me le dit encore, hein, les patients me demandent pourquoi j'ai choisi cette voie-là et me demandent régulièrement, vous avez pas peur de vous ennuyer? Alors ça, c'est des choses qu'on a bien travaillé en amont et puis des choses auxquelles on sait répondre maintenant. Et puis, les dernières petites mises en garde, c'est vous allez vous éloigner de la clinique, en l'occurrence de la clinique où opèrent les chirurgiens, et du coup, les patients, en fait, n'auront plus envie de venir forcément chez vous parce qu'ils vont se sentir éloignés de la clinique. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. On a un petit peu en fait une zone de recrutement qui s'est élargie parce qu'on n'a pas forcément cette identité liée à la clinique, et ça c'est vraiment très intéressant à souligner. Alors en ce qui concerne les professionnels, je vous invite à regarder la fin de la diapo. En fait, on se rend compte que l'augmentation de l'activité, elle est vraiment réelle, et parce que les professionnels de la ville n'hésitent pas à adresser leurs patients au centre parce qu'ils savent que les patients, et eux-mêmes d'ailleurs, vont avoir une réponse coordonnée. Et ça, c'est très confortable, en l'occurrence pour les médecins généralistes. Et la dernière chose qu'il faut souligner, c'est que l'hyperspécialisation, elle permet de recruter aussi des cas techniques et sur lesquels nous, on va pouvoir échanger en tant que professionnels différents. Et ça, en termes de stimulation professionnelle, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, le rapport aux tutelles, ça va peut-être vous paraître bizarre, cette diapo, mais en fait, l'entité dont on vous parle, elle existe maintenant depuis 2019. En fait, elle a été définie par la loi, donc vous le savez, vous le saviez peut-être, il y avait les maisons de santé qui étaient plutôt pour les territoires sous-dotés, et puis il y avait les établissements de santé pluridisciplinaires pour les villes plus surdotées, mais c'était toujours autour du médecin généraliste. Et là, en 2019, ils ont créé l'entité dans la loi qui s'appelle l'ESS, équipe de soins spécialisée. Et donc, cette ESS, en fait, il définit une équipe de soins autour de médecins spécialistes hors médecine générale. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait ici. Et les projets, ils doivent être faits avec les acteurs du territoire et sur la base d'un projet de santé qu'on a auto-déterminé.
Alors aujourd'hui, c'est défini dans la loi. Il y a eu des financements expérimentaux par les ARS. Donc nous, en Occitanie, il y en avait un, mais là, qui vient de s'arrêter. Donc les financements, à chaque fois, il y avait un financement pour créer la structure et un financement de fonctionnement. Là, ça s'est arrêté parce qu'en fait, normalement, il doit y avoir un décret. Alors, du fait de la non-signature de la convention, le décret tarde à arriver. Enfin, c'est un peu dans les tuyaux, mais on ne sait pas très bien où. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ça a le vent en poupe. C'est-à-dire que nos tutelles, elles ont envie de voir des centres comme ça qui travaillent avec toutes les disciplines et qui vont coordonner le patient. C'est toujours le mot, vous l'avez entendu 150 fois dans cette présentation, mais qui vont coordonner le patient et qui vont éviter des errances dans tous les sens et des inquiétudes chez les patients qui vont créer de la consultation dont on n'a pas besoin aujourd'hui, parce qu'on vraiment, je pense que notre milieu médical n'a pas besoin de surconsultation. On en a bien assez comme ça. Donc, si jamais vous avez un projet comme ça, n'hésitez pas à aller faire toc-toc à l'ARS. Nous, les médecins, ça nous fait très, très peur. Parce que l'ARS, on dit, qu'est-ce qu'ils vont me demander, c'est qui là-dedans? Et en fait, ils nous attendent un peu pour monter des projets. Et nous, les spécialistes, on n'est pas encore très habitués. Mais maintenant, ça existe. Vous tapez à la porte et vous dire, bonjour, je veux créer un ESS. Alors, enfin, voilà. Ça y est, on arrive au bout du topo. Notre conclusion. Ça, c'est un peu ce qui nous résume aujourd'hui et c'est ce qui nous donne envie de continuer. C'est que, en fait, ce centre, il nous a apporté du confort. En fait, nous, en tant que professionnels, on a du confort parce que on a nos collègues à côté. Comme on a nos collègues à côté, on parle beaucoup. On a vraiment la sensation d'avoir amélioré nos pratiques, en tout cas de savoir mieux ce que font les autres et nous, d'avoir réfléchi à ce qu'on fait nous-mêmes, chacun dans notre partie. Comme on a plus réfléchi et que voilà, on essaie de vraiment créer quelque chose de cohérent, le service rendu aux patients, il est bon et les patients, ils nous le rendent bien parce qu'ils sont satisfaits. Et quand un patient est satisfait, quand un patient comprend ce qui lui arrive, eh ben, il est plus agréable à travailler, entre guillemets, hein, c'est un peu bizarre comme mot, mais il est plus agréable parce qu'il arrive détendu. Et donc, c'est du confort au travail et on repart pour un tour de boucle. Donc, voilà, c'est notre cercle vertueux à nous et ça, je crois que là, maintenant, on ne reviendra plus en arrière et on a de plus en plus de professionnels qui nous rejoignent et je pense que ce n'est pas pour rien. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut passer à la phase de questions-réponses. Alors, je vous laisse tous poser vos questions directement dans le chat si vous le souhaitez pour en poser un peu plus. On a déjà une question, c'est la question directement, c'est qu'est-ce qui peut pousser une banque à prêter de l'argent? En gros, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vendre votre projet, je pense? Alors, en fait, les banques, elles ont besoin d'investir pour vivre. Hein. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Nous, on a un peu tendance à se dire il faut qu'on aille vendre. Eux, ils ont besoin de vendre des prêts, ils ont besoin d'avoir des projets. Nous, déjà, les professions libérales, ils nous aiment bien quand même, globalement. Ils aiment beaucoup les médecins, ça fait des gros chiffres d'affaires. Alors, des réunions avec tout ça. Et quelque part, alors, le banquier, il avait un terme qui n'est pas réel, mais c'est comme ça qu'il le percevait. Il y avait une espèce de sécurisation des paramédicaux par les médicaux. Donc, en fait, ils disaient, ouais, voilà, il y en a, ils ont des gros chiffres d'affaires, il y en a, ils ont un gros turnover. Donc, c'est bon, ça va créer un truc d'ensemble. Et étonnamment, le problème, ça n'a pas été du tout de se faire prêter l'argent, hein, parce que quand toutes les banques on est rentrées, ils étaient tous d'accord. Et pourtant, il y avait quand même une très grosse somme qui avait été mise sur la table, parce que, pour vous donner, on ne va rien se cacher, le projet global, c'est 1,5 million. On est arrivé avec nos 3 bouilles, ils nous ont regardé, ils ont dit ah ouais quand même. Mais voilà, on leur a proposé un projet qui était cohérent avec des disciplines. On avait vu des confrères qui nous avaient fait des petits documents en nous disant moi ça m'intéresse, si le projet il se monte, peut-être que je viendrai. Il n'y a même pas besoin de dire je viendrai, peut-être que je viendrai. Ils ont regardé nos chiffres d'affaires. Alors Victor n'était pas installé, hein, donc en plus il n'avait pas de chiffres. Hélène était installée et moi j'étais installée, mais sans mon associé qui est maintenant avec moi. Et en fait voilà. Après quand je dis on a tout négocié, c'est que on a tiré les taux et les frais de dossier. Si notre banquier nous voit là, il va nous tuer. Et les frais de dossier et l'hypothèque et le machin. Enfin voilà, on est allé à toutes les lignes, quoi. Mais globalement, les banquiers, ils aiment bien. Et alors, un petit tips, dans les banques, il y a toujours, nous, on va le dire parce qu'ils ont été sympas avec nous quand même, le Crédit Agricole, et il y a un pôle santé. Et en fait, dans toutes les banques, hein, il y a la même dans les autres banques et tout, ils ont souvent un pôle dédié aux professionnels de santé pour monter ce type de projet. Donc, c'est un peu un effet banque privée, il ne faut pas hésiter à leur demander.
Ce qu'il ne faut pas hésiter à dire, c'est que on est un public qui est quand même assez peu volatile sur les chiffres d'affaires. On est quasiment tout le temps en progression. C'est un truc qui ne fait pas vraiment peur aux banques, quoi. C'est simplement, effectivement, il peut y avoir la somme mise en jeu, mais il y a vraiment assez peu de difficultés quand même sur l'engagement des banques vis-à-vis de ce genre de projet. Vous aurez plus peur du montant global que votre banquier. C'est sûr. Super. Je pense que ça a bien répondu à la question. Il y a une autre question qui est comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait vos 3 spécialités ont eu cette envie? En fait, Hélène, elle a fait le tour de tous les chirurgiens de la ville en disant « Je travaille avec des chirurgiens, je travaille avec des chirurgiens ». Donc moi, je l'ai vu débouler un jour dans mon cabinet en disant « Je travaille avec des chirurgiens ». Je me dis « elle a l'air sympa, elle ». Je sais pas si elle regrette, mais bon, je l'ai fait quand même. Ouais, elle est là, c'est comme ça. Et donc voilà, donc en fait, on s'est bien entendu, on a commencé à travailler ensemble, à s'envoyer des patients. Et puis Victor… Oui, après, nous, on a une formation, les kinés, tout le monde sait ça, on a une formation très généraliste. Et moi, je sais que dans mon parcours professionnel, c'est un truc qui me plaisait plus trop. J'avais vraiment envie de m'engager dans une voie un peu plus spécialisée. On se connaît avec Mario, on n'a rien nous cacher les choses. Hein. On est des amis dans le privé, voilà. Donc on a dit bon voilà. Et Mario, de son projet, ça fait bien plus longtemps que ça qu'il existe au moins dans sa tête. Et elle m'avait fait part de ce projet il y a déjà fort longtemps. Et c'est un truc qui m'avait quand même bien motivé. Et en plus, en kinésithérapie, il y a des choses qu'on connaît encore assez peu, c'est la rééducation du pied et la prise en charge post-opératoire. Et c'est des choses qui n'existent pas réellement. Et l'attrait de cette nouveauté et l'attrait de mettre en place des choses nouvelles, c'est quelque chose qui était majeur pour moi. Et voilà, on s'est rencontrés professionnellement parce qu'il y avait aussi des envies de chaque côté. Mais il faut être capable aussi, en tant que kiné, pour le coup, qui avons une formation très généraliste, de s'hyper spécialiser. Parce que moi, je ne me cache pas, les prises en charge autres que le pied à la cheville, désormais, c'est plus de ma compétence. Voilà, je ne sais plus prendre en charge une lombalgie ou un genou opéré. Voilà. Et puis après, nous, on a un petit truc entre nous, on se dit on n'est pas les meilleurs, mais on sait ce qu'on sait faire. Voilà, c'est notre petite devise entre nous. Donc en fait, je pense que dans des trucs comme ça, il ne faut pas forcément aller chercher les meilleurs. Il faut chercher des gens qui ont très envie de faire un projet. Nous, ça a été un peu notre truc. On s'est dit, voilà, on ne veut pas les meilleurs. Et encore aujourd'hui, quand les gens nous disent, ah ouais, un tel, c'est le meilleur, on ne veut pas les meilleurs. On veut des gens qui sont capables de travailler en groupe et qui ont envie d'avancer. Et puis, quand on a envie d'avancer, on va loin, quoi. Super. Merci beaucoup pour cette réponse. Et j'en ai une autre question qui est que, là, on va reparler d'argent, a priori. Vous confirmez que vous n'avez pas perdu de chiffre d'affaires, en fait, dans cette histoire Non, pour vous dire, on n'a pas perdu de chiffre d'affaires. Moi, j'ai pris une associée et j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Et mon associé qui est là depuis 2 ans a quasiment un chiffre d'affaires de chirurgien installé entier. Donc, en 2 ans, ça a été… Tu sais, toi, tu viens de faire ton premier bilan comptable. Ouais, alors de toute façon, il faut savoir que de toute façon, les kinés, nous, on ne peut pas non plus prendre 25 patients par heure. Donc, on est un peu contingenté. On a des chiffres d'affaires qui sont… Voilà, si on travaille bien, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Ce qui peut rebuter éventuellement, c'est la prise de participation dans une SCI, par exemple, ou dans une CISA, en l'occurrence, comme on l'a fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des charges fixes qui vont être éventuellement assez importantes par rapport à notre projet. C'est pareil, il faut être capable de se dire, moi, le confort au travail, la stimulation professionnelle, le plaisir de venir et d'échanger, ça passe aussi par peut-être effectivement un investissement qui est un peu différent par rapport à être le locataire ou avoir une surface moindre ou travailler tout seul, etc. C'est des priorités à mettre, disons, dès le départ. À choisir dès le départ. Mais on n'a pas perdu. Ça, c'est un truc. Mais en fait, c'est que souvent, en fait, c'est un truc. Moi, j'ai beaucoup insisté dessus parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah ouais, mais t'as fait ça et donc tu gagnes plus. T'as fait ça pour gagner plus. Et en fait, ça, c'est vraiment une idée que je veux casser parce qu'en fait, je pense que c'est le début des embrouilles. Ça. C'est-à-dire que si vous faites ça pour gagner plus d'argent, vous allez être un peu rac-rac sur tout. Et puis, franchement, quand on est arrivé au début, tu as quand même des frais d'installation. Voilà. Et si tu es tendu sur le côté financier, à mon avis, c'est une très mauvaise manœuvre. Mais nous, on visait… Et en fait, Victor ne voulait pas que je dise que ce n'était pas pour s'enrichir parce qu'on a quand même des chiffres d'affaires qui ont tous augmenté. Mais la réalité, c'est le cadre de travail. On est quand même tous plus souvent
au cabinet que chez nous. Donc, Toi, ne dis pas, il y a mon mari qui est là. il nous faut des locaux où on se sent comme à la maison, pour nous-mêmes comme pour les patients. Et il y a des investissements, il y a des goûts, des couleurs de chacun, mais il faut qu'on s'y sente bien. Donc, si c'est pour passer une carrière, c'est un investissement immobilier avant tout, dans ce cadre-là, et il faut jouer le jeu. D'où l'intérêt d'être propriétaire, c'est qu'on supporte mieux une augmentation des charges quand on est propriétaire que quand on est locataire. Donc, nous, on aurait plutôt tendance à dire soyez plutôt propriétaire de vos projets plutôt que d'en être locataire. Mais après, ça, on fait comme on peut en fonction des villes. Hein. C'est pas On est un facile. peu généreux avec soi-même, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, en récapitulant, vous êtes bien propriétaire et non locataire. C'est un bien que vous avez souhaité acheter dès le début? Ouais, quand on a monté le projet, on ne s'est jamais posé la question d'être locataire. On avait vu un truc au bout de 2 ans quand on ne trouvait pas. On s'est dit, ouais. Et en fait, locataire, C'est un non-sens. Ouais, pour nous, en tant que profession libérale, c'était un peu un non-sens. Donc, non, on a voulu acheter. Super. J'ai une dernière question. Si vous deviez donner finalement le point qui a été le plus difficile dans la réalisation de ce projet versus le point, vous en avez déjà parlé, mais le point qui est pour vous, peut-être dans chacun de vos spécialités, le plus intéressant et celui que vous metteriez en top et en flop, en fait, peut-être plutôt. L'immobilier, je pense, c'est la recherche. L'administratif. Non, moi, ça a été plus la gestion la première année, l'arrivée et la gestion de tous les trucs que je savais pas gérer, quoi. Genre la norme incendie, la maintenance de l'ascenseur. Moi, ça m'a rendu un peu folle. Et le fait que moi, j'ai perdu mon assistante avec qui je bossais depuis longtemps parce que quand on est passé dans la structure, je vais être très claire là-dessus, en fait, elle s'est retrouvée, on avait un binôme et elle s'est retrouvée au milieu d'une équipe énorme. Et en fait, voilà, le fait de changer de façon de travailler, mais matériellement, pas médicalement, parce que médicalement, génial, ça c'est plutôt le top, parce que j'ai vu des cas que vraiment je ne voyais pas, des gens qui viennent de partout, ça c'est génial. Le flop, ça a été la première année, et ce coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire en dehors du médical, que mes équipes le vivent aussi et que certains s'en aillent. Voilà, ça a été le coup dur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, on nous dit « Ouais, le plus dur, c'est les travaux. » Et en fait, nous, ça s'est hyper bien passé, les travaux. Donc, quand on est arrivé, on a dit « Ouais, c'est bon, c'est nous les patrons. » Et là, voilà, on s'est fait rattraper par la patrouille. Bon, ça s'est bien passé. Il y a la recherche des locaux, elle est assez compliquée. Ouais. Après, nous, on était tous les trois au début. Et on a visité quand même, je sais pas, je dirais entre 20 et 30 biens, quoi. On a commencé avec des trucs. On a visité des trucs squattés. Montrer des trucs. On veut dire, on est allé loin. Il y a quand même des périodes, pas de découragement, mais on se dit, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Est-ce qu'on attend? Est-ce que on a changé plein de fois de cap. Et c'était un peu long. Après, moi, je sais qu'à titre perso, c'est un projet que j'attendais aussi. J'avais une activité, certes, mais c'est quelque chose que j'attendais vraiment. Ce qui est peut-être un peu différent par rapport à vous qui avez déjà votre activité existante. Et pour moi, ça a été un peu long parce que c'est du temps qu'il faut se dégager, quoi. Il faut aller visiter, il faut rechercher, passer des coups de fil, se mettre d'accord sur des emplois du temps coordonnés entre nous pour visiter, débriefer derrière. Enfin, c'est assez chronophage et quand ça avance pas, ça peut être un peu décourageant. On a l'exemple de collègues et confrères consoeurs qui sont sur ce même type de projet sur la ville. Et c'est une étape qui est très, très fastidieuse. Donc, voilà, ça serait un peu le point noir. Et puis aussi parce que, Marie, toi, tu gères pas mal de trucs au quotidien qui sont aussi chronophages, mais qu'on voit peut-être un tout petit peu moins, quoi. Après, le point positif, pour moi, c'est le service rendu aux patients. C'est vraiment… quand les gens vous disent qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent bien pris en charge, et qui vont mieux, en fait, parce que parfois, c'est quand même la dernière séance de kiné, par exemple, où les gens vous disent ça va mieux, j'ai repris mon sport, j'ai plus mal, etc., je me sens bien. C'est une vraie victoire quand vous savez qu'ils sont passés chez Hélène pour faire des semelles ou chez les médecins ou chez les chirurgiens. C'est une victoire. Vous n'êtes pas tout seul en plus à fêter ça. Moi, je trouve ça, c'est un vrai collectif, c'est un sport d'équipe ici. Ouais, c'est vraiment le gros point positif, c'est ça. Plus le plaisir de venir travailler, ça c'est évident. Voilà. Super. Le plus compliqué, c'est administratif parce qu'avec la mairie, c'est quand même… Ils sont quand même philo un petit peu. Hein, il faut respecter les délais. Et puis quand vous posez des questions, mais oui, mais votre dossier, il est là. Oui, et beaucoup énervé pendant la phase administrative. Après, voilà, mais justement, on apprend. On n'est pas confronté à ça au quotidien. Dans notre pratique ordinale, etc., oui, on connaît un petit peu, mais dans tout ce qui est immobilier, pas forcément. Donc voilà, une fois que c'est passé, tant mieux.
Après, personnellement, pour le top, c'est oui, des cas. Enfin, là, je pense à un cas en particulier. Je pense que j'en verrai un seul dans toute ma vie. Et je suis très contente de l'avoir vu. Et cette patiente, du coup, elle est contente. Elle n'aura jamais osé voir un praticien. Puis, justement, cette notion d'être à plusieurs et d'avoir un discours un peu cocon, quoi. Elle voulait se sentir protégée, elle s'est sentie protégée, elle a pu exposer sa problématique et petit à petit, on a pu l'accompagner. Et ça, je rejoins Victor là-dessus, c'est le patient, il patauge un peu dans son truc, puis finalement, on lui dit, vas-y, installe-toi là, nous, on va s'occuper de toi et ça va bien se passer. Ça, c'est chouette. Super. Merci en tout cas pour ces réponses. Si je récapitule, la phase administrative, c'est toujours un peu compliqué, mais le bonheur de travailler ensemble et de pouvoir rendre ce service au patient et de l'accompagner finalement de A à Z et éviter l'errance médicale pour lui, c'est ce qui vous porte au jour le jour en fait. Ouais, tout à fait. Et même avec les autres praticiens d'ailleurs, hein. C'est rigolo de prendre son téléphone et de dire « Oh coucou, au fait, je te renvoie ton patient et puis voilà. » Tout va bien. Super. Merci beaucoup en tout cas pour ce webinaire. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Merci pour toutes ces réponses. Et puis effectivement, il y aura peut-être un webinaire dans N+1 sur la suite. La suite. Saison 2. Saison 2. Saison 2, c'est ça. Merci beaucoup à tous et puis très bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. J'arrête.